Bonjour, je suis Hélène, je suis bibliothécaire à l'Espace 110 et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce deuxième moment autour des livres et du plaisir de lire. Alors, bonne nouvelle, les portes de la bibliothèque sont à nouveau ouvertes et on est très heureuse, Antoinette, Armel et moi, de pouvoir vous accueillir à nouveau sur place pour échanger, pour regarder, pour chercher, pour bouquiner. Aujourd'hui, on est aussi très heureuse de vous présenter toutes les trois nos coups de cœur lecture. Et nous allons tout de suite commencer par un roman policier pour les adultes. Alabama 1963 est le premier roman de Ludovic Manchette et de Christian Niemiec, tous les deux traducteurs de films et de séries américaines. Dans cette histoire-là, nous sommes à Birmingham, en Alabama, en 1963, et à ce moment-là, il y a une jeune fille noire qui disparaît. L'enquête ne démarre pas vraiment parce que la police locale ne s'intéresse pas à ce genre de disparition. Il faut dire ce qui est, en 1963 aux États-Unis, la ségrégation bat son plein. Je reviens dans un quart d'heure. Voilà ce que Didi, leur fille de 11 ans, leur avait dit une semaine plus tôt, avant de filer chez une petite voisine. Ils l'attendaient depuis et n'en finissaient pas de compter les quarts d'heure. Dès le lendemain, le 9 août, ils étaient allés trouver la police. Et Dieu sait qu'en 1963, à Birmingham, en Alabama, pour que les Noirs rendent visite aux autorités de leur plein gré, il fallait que l'heure soit grave. Même si le chef de la police, Eugene Bull Connors, un ségrégationniste notoire, avait été démis de ses fonctions 3 mois auparavant, les émeutes de mai et le zèle avec lequel les policiers avaient réprimé les manifestations étaient encore dans tous les esprits. Hélas, pour le couple Rogers, le matin du 9 août était mort Patrick Bouvier Kennedy, le 4e et dernier enfant de John Fitzgerald et Jackie. Les policiers, les oreilles collées au poste de radio, ne semblaient plus émus par le sort du fils du président que par celui de Didi. Ils avaient conseillé à Ellis et Lottie de ne pas s'inquiéter, de regagner leur domicile et d'attendre que leur fils se décide à rentrer. Il n'avait rien pu lui arriver de grave. On n'était pas à Chicago. 6 jours et 6 visites plus tard, le discours de la police n'avait pas changé. Le ton était juste un peu plus agacé. Les parents démunis pensaient que malgré tout, on avait lancé un avis de recherche. Mais l'officier qui les avait enfin reçus ce matin du 15 août n'avait jamais entendu parler d'aucune disparition, ni d'aucune Didi. Il leur assura qu'une enquête serait ouverte. Le corps de Didi Rogers va finalement être retrouvé sans vie. Et suite à cette disparition-là, d'autres vont suivre, toujours des filles, jeunes et noires. Mais la police locale ne s'intéresse vraiment pas à ce genre de disparition. Alors l'enquête va être confiée à Bud Larkin, un détective privé blanc qui passe ses journées à se saouler et il faut bien le dire, c'est un personnage un peu raciste, ancien policier. Bud va mener l'enquête et sa vie va être chamboulée par l'arrivée d'Adela Cobb, une femme de ménage noire qui va faire le ménage au sens propre et au sens figuré dans la vie du détective privé. Et tous les deux, pour les besoins de l'enquête, vont avancer main dans la main, vont devoir collaborer et leurs relations vont évoluer au fur et à mesure des pages de ce roman. Ce roman policier est un premier roman très réussi, à la fois parce qu'il est marqué par le contexte historique dans lequel les auteurs nous plongent, à savoir les États-Unis des années 60, dans la réalité de la vie quotidienne de la population noire, mais marquant aussi par l'intrigue dont le dénouement est totalement inattendu et marquant par les relations humaines qui vont se tisser entre les protagonistes et par aussi la touche d'humour apportée par les personnages secondaires. Un vrai coup de cœur.
Avec Nature humaine de Serge Joncourt, c'est une page de notre histoire avec un grand H, une page aussi de notre histoire humaine qui s'ouvre avec ses rêves et ses combats, une histoire qui se déroule entre 1976 et l'aube de l'an 2000. Près de 30 ans où l'on va vivre avec Alexandre et sa famille qui sont dans une ferme dans le Lot, un peu à l'écart. Près de 30 ans de la vie politique, de la vie nationale, des combats, des luttes, des catastrophes qui sont menées chez nous. Près de 30 ans aussi de progrès, d'évolution technique et technologique. De la vache folle au Larzac, de la construction des autoroutes à toutes les centrales nucléaires, on vit au rythme de la nature et de notre humanité en péril. Dans cette nuit de 2001, la nature semblait souffrir. Les arbres reprenaient leur souffle, habités par la hantise de voir le soleil se lever une fois de plus, d'endurer l'étreint d'un air nouveau, étouffant. Avec sa manie de prédire le pire, le père Cressac avait peut-être raison. Peut-être que le progrès ne valait rien de bon. Comme le disait ce politique à col roulé avec son verre de flotte pour bien montrer qu'on manquerait d'eau avant la fin du siècle et que la solution serait de se remettre au vélo comme en Chine. Peut-être que ces illuminés voyaient clair et que le soleil, un jour, ne se coucherait plus. Avec son écriture fluide et accrocheuse, Serge Joncourt nous plonge dans une histoire où à la fin, il y a tout de même une petite lueur d'espoir où la nature pourrait reprendre sa place. Avec sa plume, Serge Joncourt a aussi reçu pour Nature humaine le prix Femina de l'année 2000. Avec Fille de Camille Laurens, tout est dit dans le titre. Fille. Ce roman, en partie autobiographique, mais aussi historique et sociologique, nous amène à explorer toutes les facettes du mot « fille ». Et tout commence en 1959, à Rouen, à la naissance de Laurence, la seconde fille de la famille Barraquet. Et oui, une fille encore. Et c'est Laurence que l'on va suivre, de 1960 jusqu'aux années 2000, où on va évoluer avec elle et où l'on va voir aussi toute l'évolution de la société française, de la place et de l'image de la femme au sein de la famille, au sein de la société. Plus d'émancipation, plus de libération. On en arrive jusqu'à l'égalité homme-femme. Oui, mais... Elle serait donc unique comme fille. C'est ce qu'ont l'air de dire les deux dames qui débarquent un soir à la maison avant le dîner. Elles sont psychologues et font une étude à partir des résultats des tests effectués 2 mois plus tôt dans le groupe scolaire Jeanne d'Arc. Pas gênée, elle demande à visiter l'appartement. Entre dans la chambre des filles. Donc, Laurence n'a pas de chambre individuelle. La plus jeune prend des notes dans un cahier à spirale. Est-ce que ce sont les livres de Laurence sur cette étagère? Elle lit beaucoup. Elle a eu des maladies? Des événements familiaux à signaler? Non, rien. Puis-je connaître votre profession, monsieur? Et vous, madame, vous ne travaillez pas, je suppose. Vous vous occupez de vos filles. Je vais vous demander de les faire sortir maintenant. Nous avons besoin de vous parler seul à seul. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Groc? Demande Claude, tout excité. Elle a fait quelque chose de mal? Mais on les pousse dans l'entrée, la porte du salon se referme sur leur curiosité. Heureusement, à travers la cloison, on entend tout. Elle a peur. Est-ce que les dames sont de la police? Elle a triché lors des tests de géométrie. Elle n'y comprenait rien.
sur les formulaires, il y avait des réponses mal gommées. Elle a recopié. Une des dames parle de cul. Elle a le cœur qui bat très fort. Les psychologues, ça peut connaître l'intérieur de sa tête, deviner ses rêves cachés. Mais non, la dame explique aux parents QI, ça veut dire quotient intellectuel. Le sien est élevé, grande aptitude au langage, moins bien en spécialisation, mais quand même, elle a le plus élevé du groupe scolaire du premier degré. Nous sommes à Rouen. Même chez les garçons, s'étonne la voix du père. Oui, oui, tous les élèves ont passé les mêmes tests. Ah bon? Bon. En 225 pages, Camille Laurens nous décrit de manière subtile, avec des mots ciselés, des anecdotes plus vraies que nature, beaucoup d'humour, mais pas que. L'image et la place de la fille et de la femme au cœur de notre société et au cœur de la famille. De ce roman, on se délecte jusqu'à la dernière ligne. L'histoire du fils de Marie-Hélène Lafont, c'est l'histoire d'André, le fils, de Gabrielle, sa mère biologique. C'est aussi l'histoire d'Hélène, la sœur de Gabriel, à qui André va être confié pour être élevé dès qu'il est petit. C'est donc la tante qui devient la mère de cœur. Et Léon, le mari d'Hélène, qui est le tonton, deviendra le père adoptif. Donc les vraies cousines seront les quasi-sœurs d'André. Le père biologique d'André, lui, est inconnu pour André, mais heureusement, le lecteur lui est mis dans la confidence. Vous me suivez? Cette histoire, c'est une histoire charmante, une histoire de relations familiales, de liens de cœur, de liens du sang. C'est une histoire où l'on retrouve tous les secrets et les silences qui pèsent ou qui font fleurir les joies dans une famille. André a 10 ans pour toujours sous les platanes de la rue Bergandine. André n'a plus 10 ans depuis 40 ans, mais la touffeur impeccable, l'écorce tavelée des troncs, l'heure même, le creux de l'après-midi, la date, tout le ramène à cette 3e semaine d'août et au train de l'après-midi. On disait le train de 4 heures, qui le délivre de Gabriel et le rendait à la légèreté d'être, au jeu, à l'été des choses. Son corps d'homme regimbe, mais l'enfant résiste. Et la douleur a des dents longues. Quelque chose recommence. Le film bégaye, hoquette. Il a déjà éprouvé une fois ou deux cette sensation vertigineuse de remettre ses pas dans les traces anciennes. Mais jamais avec autant de netteté. Hélène, Léon et le trio des cousines sont là, dans la pénombre de la maison restée fraîche. Les cousines sont venues seules, en filles, comme elles disent, joliment. Gabriel ne faisait pas l'unanimité dans la parentèle élargie. André se dit qu'il faut sans doute être du sang pour comprendre et accepter cette dévotion sourde et indéfectible qu'Hélène et les siens ont toujours nourri à l'endroit de la Parisienne, qui apparaissait, disparaissait, n'élevait pas son fils, faisait mystère de tout et riait pointu avec ses 3 nièces sous la tonnelle de glycine au fond du jardin les soirs d'été. André rumine. Le sang n'est rien. Léon est son père choisi, élu. On dit qu'ils ont tous les deux la même voix et de semblables intonations, au point qu'au téléphone, les cousines s'y trompent parfois et les confondent. Les yeux gris-vert d'André
Ses yeux d'océan sont ceux de Gabriel, d'Hélène et de Claire, la cousine du milieu, sa sœur de cœur. Les corps s'arrangent, les corps s'accordent. André sait seulement qu'une partie de lui-même échappe à sombrer pour aujourd'hui avec Gabriel. Cette histoire pleine de charme, tricotée une maille à l'endroit, une maille à l'envers, a reçu le prix Renaudot 2020. Autre coup de cœur pour les adultes, l'adaptation en bande dessinée du roman Dans la forêt de Jean Egland. Le monde tel qu'on le connaît a basculé. C'est la fin d'une ère. Plus d'électricité ni d'essence, la civilisation s'effondre. Au cœur de la forêt vivent deux sœurs qui, à la mort de leurs parents, doivent apprendre à survivre. Elles ne peuvent plus que compter que sur elles-mêmes. Le combat commence alors contre les agressions extérieures, les animaux sauvages, les intempéries, le manque de nourriture, de chauffage, l'homme qui est devenu un prédateur pour l'homme. Les deux sœurs vont trouver, en puisant au plus profond d'elles-mêmes et dans la nature qui les entoure, les ressources qui leur permettront de survivre. Vraie leçon de vie. Le roman graphique de Lomming, qui retranscrit magnifiquement le roman d'anticipation émouvant et poignant de Jean Egland, écrit en 1996, grâce à la simplicité du trait et les illustrations tout en noir et blanc. Et voilà maintenant un coup de cœur pour la jeunesse, pour tous les enfants à partir de 10 ans, avec Les voleurs de vœux de Jacqueline West. Van, 11 ans, n'est pas un enfant comme les autres. Il est petit, il est différent parce que malentendant, et surtout il est seul, tout le temps seul. Il faut dire ce qui est, quand on a une mère qui est chanteuse d'opéra et qui voyage de pays en pays, de ville en ville, c'est difficile de se faire des amis. Seulement, tout va changer pour Van le jour où il va rencontrer une drôle de fille qui a un drôle de prénom, Bricole, qui se trimballe avec un drôle d'animal de compagnie, un écureuil qui parle et qui fait de drôles de choses. Elle vole les vœux des gens pour qu'ils ne se réalisent pas. Et elle travaille en secret pour un groupe de collectionneurs de vœux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de société secrète de collectionneurs de vœux ? Et pourquoi est-ce qu'on doit voler les vœux des gens pour qu'ils ne se réalisent pas ? Enfin, les vœux, quand même, ça ne peut pas faire de mal, non ? Et puis un vœu une fois de temps en temps, c'est magique, non ? Il n'avait jamais souhaité entendre parfaitement. Ce serait comme souhaiter avoir plus de dents ou une main supplémentaire. Van faisait avec, car il était habitué, il savait composer, se débrouiller. Mais ce soir-là, sans et prothèse, dans le repère des collectionneurs, noir comme dans un four, il fit demi-tour. En 2 pas, il se retrouva de nouveau devant les étagères. De l'une d'elles, il tira une petite boîte en carton. La créature qu'elle contenait avait la forme d'un ourson. Lorsque le gobeveux tourna pour regarder Van, celui-ci se rendit compte qu'il avait de grands yeux, presque humains, et un museau semblable à un groin de cochon. Van sortit le 2e bréchet de sa poche. La créature s'assit bien droit, le museau frémissant. Van saisit l'os délicat par les 2 extrémités. Il ne voulait rien risquer de trop gros. Il ne voulait pas de super pouvoir. Il souhaitait simplement, le temps d'une nuit, entendre, comme un garçon ordinaire de 11 ans. Crac, fit le bréchet. Alors Van réalisa qu'il avait entendu l'os craquer. Par réflexe, il porta les mains à ses oreilles. Les petites bosses en plastique de ses prothèses n'y étaient pas.
Jacqueline West nous entraîne dans une aventure palpitante où l'on suit les protagonistes dans leurs péripéties à rebondissements. Pas le temps de souffler. On se laisse happer par cette histoire magique et fantastique. On dévore les pages. Une histoire où trône la solidarité, l'amitié et où les gentils ne sont pas forcément ce qu'ils sont et les méchants non plus d'ailleurs. En tout cas, la magie opère et ce roman a reçu le prix d'excellence de la Schneider Family Award Book pour avoir mis en avant un héros en situation de handicap. Autre coup de cœur pour la jeunesse, mais pour les plus petits, un album de Kyo McClear et de Chris Turnham, L'arbre à vœux. On est au mois de janvier, c'est le moment de faire des vœux, n'est-ce pas? Dans cette histoire, on retrouve Charles et son ami Émile. Et Charles n'a qu'une seule envie, c'est de découvrir l'arbre à vœux. Mais le frère et la sœur de Charles lui disent que l'arbre à vœux, ça n'existe pas. Sauf que lui et Émile vont partir à la recherche de cet arbre. Et pendant toute une journée, on va les suivre. Et là où Charles va, Émile le suit. Là où Émile va, Charles le suit. Mais l'arbre à vœux ne se laisse pas trouver comme ça. Par contre, nos deux héros vont rencontrer énormément d'animaux et il va leur arriver énormément d'aventures. Ce conte d'hiver est un petit régal, aussi bien au niveau de l'histoire toute simple, une histoire qui parle de solidarité, d'amitié, de nature, de vœux qui se réalisent. Un livre magique à la fois par cette histoire de solidarité, d'aventure, de nature, d'amitié. Magique aussi par les dessins aux traits pastels, feutrés, qui se laissent dévorer par les yeux. Un joli conte d'hiver. Eh bien, puisque nous avons beaucoup parlé de vœux avec ces deux derniers ouvrages, avec toute l'équipe, nous faisons le vœu de cet hiver que nous vous retrouvions le plus rapidement possible pour partager avec vous de bons moments de bonheur. À bientôt. À bientôt.